Salam alaikum, Azulfillaoun, bonjour. J'habite un endroit où il y a de nombreux arbres qui savent transformer en douce rumeur la caresse du vent qui les berce. Des arbres qui murmurent à l'arrivée du soir et qui chatoient de tous les tons des vers, de l'or et du feu. Je les ai longtemps observés et ils m'ont appris beaucoup de choses, en plus de m'avoir rendu l'espoir. Quelle immense leçon que celle de l'arbre. J'ai cherché à comprendre comment il transforme l'eau de la terre en sève nourricière, comment les poils de ses racines la captent, comment il l'assimile, comment ils en traitent les éléments qui la composent, ces sels minéraux, puis comment il la transporte depuis les racines jusqu'à irriguer ces milliers de branches, de branchettes, toutes les centaines de milliers de ces feuilles, ces milliers de bourgeons. Puis, je me suis mis à observer une feuille d'arbre. Et j'ai découvert qu'un grand fleuve la traverse de toute sa longueur. Un fleuve divisé en de nombreux ruisseaux pour irriguer toute la surface de la feuille. Puis, j'ai appris ce qu'est la photosynthèse, comment elle se produit, comment à partir de la lumière, de cette énergie du soleil et de composés organiques divers, d'eau, d'air, un laboratoire invisible, omniprésent, mais qui n'est nulle part, parvient à transformer ce qu'il traite, à produire de la chlorophylle, ce pigment vert qui colore les feuilles, comment ce laboratoire invisible produit du sucre, puis des fruits délicieux, avant que le cycle ne continue son évolution de saison en saison. Ces arbres, disais-je, m'ont inspiré des questions existentielles. Quelle est donc cette fabuleuse vie qui anime ces arbres? Où se trouve donc ce formidable état-major et quels sont donc ces moyens par lesquels ils communiquent des arbres aussi complexes à des dizaines de milliards d'arbres? Une symphonie d'actions qui se produit simultanément, qui font se réveiller les arbres de leur léthargie hivernale et qui font germer et fleurir leurs bourgeons, qui font verdir les feuilles, qui sucrent les fruits succulents. Où se trouve donc le très sophistiqué laboratoire qui réalise ces très complexes opérations qu'aucun laboratoire au monde, serait celui de la NASA, le plus complexe, ne peut égaler. Et c'est ainsi que j'ai pu faire la relation entre les arbres et les peuples, entre ce génie invisible qui fait revivre les arbres, qui les réveille de leur sommeil hivernal, qui les fait fleurir, qui les peuple de fruits savoureux, et le génie des peuples qui les fait sortir de leur ignoble soumission, qui irrigue leurs veines de cette soif de liberté, de dignité, qui peuple leur cœur de belles aspirations, comme autant de fruits, et qui les fait renaître de leurs cendres. C'est pour cela, c'est pour avoir appris la leçon de l'arbre, de l'esprit invisible qui l'anime et le fit vivre, que j'ai retrouvé mes espérances perdues, que j'ai compris qu'il ne faut jamais désespérer du génie des peuples, de leur capacité à se sortir de la gangue d'infamie dans laquelle ils ont été calcifiés. Les despotes, les mafiocrates, les voyoucrates et tous leurs nervis, leurs soldats, leurs relais, leurs complices pour en faire tout le mal, tuer des gens par millions, en torturer d'autres par centaines de milliers, corrompre des catégories entières de la société, instituer le mensonge en institution, ériger des façades trompeuses et des institutions vidées de substance, de toute substance, pour tromper le peuple. Mais personne, quelles que soient ses armées et ses moyens, ne pourra tuer le génie et les ressources cachées des peuples de la même manière que personne, aucun laboratoire, aucun savant ne pourra mettre fin au génie invisible qui fait fleurir les arbres, verdir les feuilles, charger les branches des arbres de fruits succulents.
Les régimes mortifères sont les premiers à surestimer leurs propres capacités. Ils sont bien prétentieux de croire qu'ils ne seront pas emportés par les fleuves de l'histoire, par cet esprit qu'ils ne peuvent voir, qui fait que des peuples désarmés, affaiblis, dispersés, profondément intoxiqués par le vice, la force brutale et la corruption des masses, ont pu balayer des colonisateurs et des despotes qui disposaient d'une puissance inouïe. Et c'est pourquoi j'annonce la bonne nouvelle. Nos peuples ne sont pas morts sous la cendre grise. Une braise rougeoyante de vie palpite et rayonne. Les seuls qui sont déjà morts, qui ne le savent pas et qui s'en iront bientôt par les égouts de l'histoire, sont ceux qui croient que la crue fertilisante ne les emportera pas. Aujourd'hui. Liberté. Révision de la Constitution, ce que contient le rapport de synthèse par SAI. Al-Watan. Le chantier de la révision constitutionnelle s'éternise, étrange démarche et fausse surprise par Majid Makdi. Le soir d'Algérie. Révision de la Constitution, la copie finale chez Bouteflika par K.A. Avec nous pour parler de ce régime, mais aussi du cœur de la nation qui palpite et bat, de l'espoir qui doit continuer à nous habiter. Sofiane Gilali, président de Gil Jadid, que je remercie d'être avec nous. Sofiane Gilali. Sofiane Gilali, est-ce que vous m'entendez? Semble qu'il y ait un souci. Sofiane Gilali? Ah, je ne vous entends pas, Sofiane Gilali. Est-ce que vous m'entendez? Sofiane Gilali, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez, mais là, c'est moi qui ne vous entends plus, du coup. Allô, allô? Ah, il y a un souci, là. Je ne l'entends pas. Ah, voilà, là, je vous entends, Sofiane Gilali. Moi, je vous entends. Donc, on attend donc... Oui. Sofiane Gilali, vous m'entendez? Sofiane Gilali? Est-ce que nous pourrions appeler notre invité par téléphone pour lui permettre de s'exprimer? S'il pouvait mettre son téléphone, comme ça on le verrait en image et nous l'entendrions par téléphone. Donc, malheureusement, Sofiane Gilali est notre seul invité. Nous n'avons pas prévu d'alternative. Ça arrive, ce sont des incidents techniques qui peuvent survenir. En attendant de le contacter par téléphone peut-être ou de régler ce problème, il serait peut-être préférable que nous l'appelions sur son portable, comme ça il serait avec nous dans le même temps. Je vous rappelle que la Constitution, cette Constitution dont on nous rebat les oreilles pratiquement depuis que Bouteflika a été élu à son 4e mandat, dont on ne sait pas très bien ce qu'ils sont en train de bricoler dedans, dont personne n'a encore vu cette mouture qui serait entre les mains du président du Conseil constitutionnel, comme s'il pouvait servir à quelque chose, ce président du Conseil constitutionnel et ce Conseil constitutionnel. Et donc, Sofiane Gilali, vous m'entendez maintenant? Oui, là je vous entends. Ah, très bien. Nous sommes désolés pour cet incident technique. Donc, ça arrive. Arrive. Alors, dites-moi, Sofiane Gilali, est-ce que vous-même, vous n'avez pas désespéré de ce génie du peuple, de ces ressources cachées qui seront là au moment voulu pour permettre à ce peuple de se débarrasser de cette mafiocratie?
Non, et de toute façon, nous n'avons pas le droit de céder au pessimisme, même si parfois il faut être lucide et la lucidité nous conseille de voir les choses à deux fois avant de s'engager. Mais il faut croire en l'avenir du pays. Je viens d'écouter votre superbe et admirable intervention où vous aviez fait une parabole extraordinaire avec ce que peut être la vie. Au-delà de ce que l'on peut voir, ce que l'on peut constater, cet esprit que vous aviez désigné, cet esprit qui régente la vie des forêts, des arbres, eh ben c'est la même chose pour les peuples et vous avez absolument raison. C'est ce conscient, pour ne pas dire cet inconscient collectif, qui véhicule tant de valeurs et qui proviennent des profondeurs des nations, des profondeurs des peuples. Et les peuples se transmettent ce patrimoine génétique, puisqu'on est dans un peu le comparatif biologique, se le transmettent de génération en génération et souvent ça reste un peu occulté, non visible, et puis dans une génération, elle va le porter au plus haut, et elle va exprimer ce caractère ou exprimer ces valeurs-là. L'Algérie a montré qu'après beaucoup de temps de sommeil, peut-être des siècles, en tout cas au moins 132 ans, ce peuple a réussi à se dépasser et à affronter l'une des plus grandes puissances en ce moment-là et arriver à la liberté. Malheureusement, 50 ans après, on se retrouve dans un autre cycle. Et comme même Ibn Khaldoun l'explique tellement bien, qu'au bout de 3 générations, très souvent les nations ont besoin de se renouveler. C'est un peu la même chose. L'Algérie, après maintenant près de un peu plus de 50 ans en tout cas, il y a ce besoin vital de proposer autre chose à son peuple. D'ailleurs, ce n'est pas une marque que des Algériens. Voyez comment les cycles de l'histoire, le cycle des régimes politiques, très souvent, c'est entre 50 et 70 ans. Ça a été le cas de l'URSS, par exemple. C'est le cas d'autres pays. C'est le cas de la longévité d'une constitution. C'est très souvent, donc, autour de cette période-là, il y a un besoin vital de se renouveler. Et l'Algérie, aujourd'hui, est à ce carrefour. Depuis quelque temps, depuis une dizaine d'années, il y a un renouvellement dans la société. Vous savez, toutes les sociétés évoluent, se diversifient lentement, sans à-coups. Et au bout de 20 ans, 30 ans, on s'aperçoit que la société a changé, mais sans brutalité. L'Algérie, elle, est restée figée. En tout cas, son aspect extérieur est resté figé. Son régime politique est resté figé. Ces hommes politiques, ces dirigeants sont les mêmes depuis plus de 50 ans, mais dans les profondeurs, la société a évolué dans ses valeurs anthropologiques, dans sa structure sociologique. Mais justement, Soufiane Djilali, son espoir, oui. Justement, de nombreuses personnes pensent que ce régime a réussi ce que le colonialisme, ce que les envahisseurs successifs de notre région n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire extirper du cœur de cette nation, du cœur de notre société, nos plus belles valeurs. Et que c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dispersés, nous sommes commandés par les plus vils d'entre nous, par les plus lâches, par les plus pleutres. Et comment pourrions-nous, comment dirais-je, nous reconnecter en quelque sorte avec ces valeurs qui nous ont permis à nos pères de libérer notre pays, de rester une société saine, sobre, une société composée sur des valeurs vraies. Comment faire d'après vous? C'est extrêmement compliqué, mais ce que vous dites, il y a une part de vérité et une part qu'il faut nuancer à mon avis. Le pouvoir, en effet, moi je suis le premier à applaudir, on peut lui porter sur le dos toutes les malfaisances et toute la dégradation de la vie que nous vivons aujourd'hui en Algérie. Mais il faut dire aussi qu'il y a un processus multiple, il y a un processus de mondialisation où toute l'humanité dérive très lentement vers des valeurs beaucoup plus matérialistes, alors que à la source, la société algérienne était beaucoup plus spirituelle, qui avait d'autres valeurs.
Donc nous sommes entraînés dans un courant général de l'histoire et de la mondialisation vers une attitude beaucoup plus matérialiste. Mais d'un autre côté, vous savez, quand il y a une montée de nouvelles valeurs, il y a destruction de l'ancien. Et cette destruction de l'ancien, avant de céder sa place et de laisser le nouveau apparaître dans sa splendeur, il y a une zone trouble, une zone difficile, une zone de crise. Et les Algériens ont besoin maintenant de sortir vers la lumière, vers ce qui est nouveau. Et il faut qu'on le maîtrise. Or, ça, c'est très complexe. C'est difficile, c'est lent, mais la société, par son génie, comme vous le disiez, par sa profondeur historique, elle est en train de réussir. Je vous donne un autre exemple. Vous savez, une société qui est dégradée complètement n'a plus la capacité de se révolter, n'a pas la capacité de refuser, n'a pas la capacité de crier sa colère. Et parce qu'elle s'adapte à son milieu. Mais lorsque elle a des espoirs, un espoir, plusieurs espoirs, lorsqu'elle a des désirs, lorsqu'elle a envie de changer, alors elle récuse son réel. Et là, on sent la crise. Alors les Algériens, c'est la même chose. Aujourd'hui, on n'aime plus l'Algérie telle qu'elle est parce que les Algériens ont changé. On ne veut plus de ce pouvoir médiocre, mauvais, dégénéré, mais c'est un pouvoir qui a existé depuis 50 ans. Pourquoi est-ce qu'il nous devient insupportable aujourd'hui? Parce que les Algériens ont changé. Pourquoi on ne souffre plus nos villes dans leur laideur? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'esthétique. Pourquoi on recherche ce qui est beau, ce qui est bien? Parce qu'on refuse de rester dans la médiocrité, parce qu'il y a une conscience qui fleurit. Donc lorsqu'un peuple est appelé par son avenir, est appelé par son destin, eh bien, il refuse son présent, il le rejette et il le revendique autre chose. Et à ce moment-là, on bascule dans ce phénomène de dynamique sociale que nous vivons aujourd'hui. Je vous assure que la société algérienne est aujourd'hui extraordinairement vitale. Je vous donne aussi un exemple très trivial. Regardez par exemple les Algériens, il y a 10 ans, suivaient les chaînes étrangères, les chaînes françaises pour ne pas les nommer, parce qu'il n'y avait rien à voir dans la télévision algérienne. Aujourd'hui, les Algériens sont branchés sur les chaînes algériennes, bien qu'on sache que nombre d'entre elles ont une ligne éditoriale pro-pouvoir, que tout n'est pas clair, etc. Mais pourquoi? Au-delà d'une ligne éditoriale, parce qu'il y a une vitalité, parce que nous retrouvons quelque chose de nouveau. Et peut-être au risque de choquer certains, je trouve que ces chaînes algériennes, avec tous leurs manques, avec tous leurs défauts, eh bien, elles sont de meilleure qualité que les chaînes qui nous sont à ce sujet, Sofiane Gileli, je voudrais profiter de ce que vous venez de dire, justement, pour remercier notre diaspora en France, pas seulement la diaspora algérienne, la diaspora maghrébine. Nous avons exposé, j'ai été personnellement au stand de El Magharibiya, à la manifestation organisée par l'UOIF, les musulmans de France, la 32e édition, qui a reçu 140 000 personnes en 4 jours. Et nous avons été stupéfaits, réellement stupéfaits, émerveillés par l'accueil très chaleureux que nous ont fait de nombreux de nos compatriotes, mais pas seulement, des Tunisiens et des Marocains aussi, qui sont venus exprès pour nous féliciter, pour nous remercier, et ils nous ont rendu confiance. Et je ne vous cache pas que l'introduction que j'ai lue aujourd'hui, elle a été inspirée, justement, en plus des arbres que j'ai observés, par cette magnifique, cette superbe profession de foi, j'allais dire, de nos compatriotes qui sont venus nous dire qu'El Magharibiya est au rendez-vous de leurs espérances et nous ont encouragés à aller plus loin. Mais à présent, venons-en à ce projet de constitution qui n'en finit plus. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous concocter? On ne sait pas. Écoutez, ce qui se passe dans le pays, c'est que le régime est à la fin de son parcours. Ce qui inquiète très fortement le président lui-même, s'il en a vraiment conscience, ou du moins son entourage, ce qui les préoccupe, c'est comment assurer une succession dans la garantie de leur position, de leur fortune, qu'il n'y ait pas de retour de manivelle en gros. Donc il s'agite.
Le problème est que maintenant le pouvoir n'a plus d'homogénéité. Quand on voit le comportement du gouvernement, il devient ridicule par certains aspects, des contradictions internes flagrantes, des difficultés de communication. En plus, vous imaginez l'immense défi qui se présente à nous avec la chute des prix du pétrole et des entrées en devises tout à fait maintenant réduites et qui vont mettre le gouvernement en très 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 grande difficulté. Donc, bien entendu, ils essayent aussi de diminuer la pression que fait l'opinion publique, mais aussi l'opposition, surtout la CNTD, sur le pouvoir et sur la présidence. Depuis maintenant des mois et des mois qu'on se nourrit et continuellement cible continuellement la présidence, accusée de ne pas être légitime, de ne pas être capable d'assumer les fonctions, d'être malade, de ne pas avoir, de même pas savoir ce qui se passe dans le pays. On réclame des élections présidentielles anticipées, on réclame une commission indépendante. Tout ce feu nourri sur la présidence devient absolument insupportable pour eux. Donc ils ont besoin de déporter l'attention. Et moi je n'exclus pas qu'après un changement cosmétique, comme on dit, de la Constitution, que la présidence offre par exemple des élections législatives anticipées. Ça permettra d'occuper les partis politiques, de les faire courir en campagne et de soulager la présidence de cette pression intolérable. Donc ça rentre dans un jeu, mais quant au fond, il n'y a rien. On ne change pas une constitution de cette façon-là. Il n'y a pas de consensus dans la société. Des réformettes maintenant n'apporteront rien. Et ce qui est pire et ce qui est très grave en soi, c'est cette facilité pour le président, ou en tout cas ceux qui le managent, d'enlever la limite des mandats, puis de la remettre à travers simplement le Parlement. Il fait cas de jurisprudence maintenant, et on peut lui dire, Monsieur Bouteflika, demain vous partez, vous installez quelqu'un d'autre, ou alors il peut être élu, et pour peu que ça lui monte à la tête, il va de la même façon changer de nouveau la Constitution. À ce sujet, la limitation de mandat. À ce sujet, Soufiane Gileli, vous qui avez exprimé votre doute sur les discours, entre guillemets, du président qu'il fait parvenir par voie écrite et lu par un tiers au peuple algérien, aux formations politiques, aux partis qu'il stigmatise, etc. Vous avez demandé à être reçu par lui personnellement pour vérifier de visu s'il est capable de faire des discours, de parler, d'échanger, d'analyser des situations. Qu'en est-il? Quelle a été la suite réservée à votre demande d'audience? Alors, à la suite de la publication de la lettre du 19 mars, et tout le monde a réagi de la même façon, c'est-à-dire un très gros doute sur l'origine. Bien entendu, M. Bouteflika n'écrit pas, il n'a pas écrit hier, il n'écrit pas davantage aujourd'hui, mais au moins que le contenu, il l'ait contrôlé, et ça semble exclu. Il ne peut pas lire un document qui a demandé 40 minutes à la speakerine pour le décliner. Alors, à la suite de cette publication où il y a eu des attaques frontales contre l'opposition et puis des menaces contre la presse également, j'ai personnellement demandé à ce qu'il puisse y avoir une commission formée de gens au-dessus de tout soupçon et qui pourrait être reçue par le président pour nous dire in fine la réalité de son État, parce qu'il reçoit par-ci par-là des étrangers, mais apparemment ils remettent aussi, je ne sais pas si c'est sous forme de chèque ou de contrat ou autre, mais ils remettent pas mal de choses aux étrangers pour venir juste prendre... C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire les étrangers qui se font prendre en photo avec lui, les étrangers ou personnalités étrangères, politiques, internationales, qui se font prendre en photo avec lui, donc perçoivent, si ce n'est des chèques, des contreparties diverses et variées. En tout cas, ils se font... Ils ne les font pas pour les beaux yeux de l'Algérie. On a vu là, il y a quelques minutes, avec tous les beaux yeux qu'a voulu faire l'Algérie, la Confédération africaine de football nous a renvoyés dans nos petites pénates. Monsieur Raourawa qui a fait des mains et des pieds en cédant son siège à la FIFA et en votant, le savez-vous, la levée de limitation de l'âge pour Monsieur Hayatou, président de la CAF. Donc, il a refait exactement ce qu'avaient fait ici nos politiques pour M. Bouteflika.
Mais comme M. Rawarawa avait senti l'odeur d'une chaise libérée, il a été liquidé comme M. Bouteflika a liquidé M. Belkhadem, par exemple. Oui. Mais l'Afrique, à qui on a distribué pas mal d'argent sans jamais rien demander, parce qu'on ne demande pas pour le pays, on demande pour le régime, eh ben, nous a renvoyés comme des malotrus, parce que l'Algérie n'a plus de représentation digne d'elle pour la défendre. Donc, en gros, bien sûr, les étrangers qui viennent ne viennent pas pour nos beaux yeux, ils viennent pour des choses palpables. Mais tout cela a une fin, doit avoir une fin. Et aujourd'hui, ce qui déterminera, ce ne sont pas les petites manigances de coulisses qui vont de toute façon échouer lamentablement. Mais c'est cette dynamique de société dont vous parliez qui va, elle, remettre les pendules à l'heure. Soufiane Djilali, merci infiniment, merci pour votre disponibilité, merci pour cette belle lecture que vous faites des ressources cachées de ce peuple qui, nous l'espérons tous, ne tardera pas à se dresser contre ce sort qui est réservé à son pays. Merci à tous les Algériens qui sont debout, vont debout pour lutter, pour que leur peuple revienne à une situation meilleure et pour qu'enfin ces despotes soient chassés de leur vie. Salam alaikum, bqaw ala khair, slama.